Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être présents aujourd'hui pour participer à ce webinaire portant sur la réforme des autorisations sur l'activité de soins d'HAD. Donc aujourd'hui, nous allons donc parler de l'anticipation et la préparation au dépôt des autorisations. Pour ce faire, comme nous l'avions rappelé sur les invitations, donc ce webinaire est enregistré. Voilà, donc c'était à nouveau pour vous prévenir. Le déroulé s'organisera en 3 parties. Une première partie, donc nous allons passer en revue donc les 2 décrets et l'ordonnance portant, l'HAD reconnu comme une activité de soins. Les points de vigilance sur les décrets qui vont, être demandés aux établissements, aux opérateurs, donc qui vont renouveler leurs autorisations d'activité de soins HAD. Ensuite, je laisserai la parole au service des autorisations qui va vous accompagner sur les éléments clés pour remplir le système, informatique. Maintenant, vous savez que les dossiers sont numérisés et la région Occitanie fait partie des 3 régions pilotes qui vont être donc, à essayer, hein, les différentes, items sur les différentes activités au fur et à mesure d'ouverture des fenêtres. Voilà. Et enfin, nous aurons une foire aux questions, donc sur le chat auquel nous essaierons de répondre et si nous n'avions pas les réponses, dans leur totalité, bien évidemment, nous reformulerions avec un FAQ qui reprendrait l'ensemble des réponses. Donc je vous propose de commencer. Donc comme je vous le disais, le cadre juridique et réglementaire sur cette réforme des autorisations d'activité de soins HAD donc porte déjà par l'ordonnance du 12 mai 2021 qui donc, fait de l'activité, HAD, hein, une activité de soins à part entière, concrétisée sur les modèles attendus par le décret du 31 décembre 2021 qui lui est relatif aux conditions d'implantation de l'activité d'hospitalisation à domicile et également par le décret du 31 janvier 2022 qui est relatif aux conditions techniques de fonctionnement de cette activité d'hospitalisation à domicile. L'instruction, relative à la mise en œuvre de cette réforme des autorisations sur l'activité de soins d'HAD est sortie, elle, au mois d'octobre 2022. On va revoir ensemble quels sont les éléments, de vigilance qui sont attendus, dans le cadre de cette réforme portant sur l'activité de soins HAD et également, je vous le rappelle, hein, la feuille de route nationale HAD 2021-2026 qui reprend les axes stratégiques et les objectifs attendus au niveau national. Les grandes orientations de cette réforme, hormis le fait que, ça y est, l'HAD est reconnu comme une activité de soins, impliquent premièrement que, l'opérateur autorisé en activité, de soins HAD doit s'adapter à l'offre et à ses prises en charge, afin d'élargir le périmètre d'intervention. Donc c'est cette responsabilité territoriale, être en capacité d'offrir seul, hein, ou en partenariat, un éventail de compétences diversifiées. Rendre aussi, ça veut dire rendre l'HAD accessible à tous sur son lieu de vie avec cette complémentarité ville-hôpital. Proposer des soins de qualité répondant aux exigences de sécurité de tout établissement de santé et à même de se substituer de manière efficace à l'hospitalisation conventionnelle. Ça veut dire aussi d'être réactif, notamment en capacité d'intervenir en aval des hospitalisations, mais aussi en amont pour tout en partie, hein, d'un séjour en établissement avec hébergement, mais aussi en appui sanitaire sur des lieux de vie des personnes âgées en situation de handicap ou de précarité, hein, donc sur le médico-social, mais aussi sur le social. Et aussi être en capacité de développer des prises en charge spécialisées qui sont donc rappelées dans la feuille de route stratégique d'hospitalisation à domicile, à la fois la pédiatrie, la périnatalité, la gériatrie, la cancérologie, la réadaptation, la transfusion sanguine, mais aussi les prises en charge des maladies neurodégénératives et des soins palliatifs. Ça, j'ai repris les éléments, il y en a d'autres, hein, mais qui sont en partie cités sur la feuille de route stratégique.
Alors, les points clés sur les conditions techniques d'implantation, quels sont-ils? Sur lesquels il faut être focalisé. Donc, je vous l'ai dit, posture d'activité de soins et non d'alternative à l'hospitalisation conventionnelle. Donc ça, c'est vraiment la différence essentielle. Donc, ils sont repris par ces 2 décrets et qui donc font qu'il y a une réforme dans les autorisations avec des conditions techniques de fonctionnement et d'implantation qui précise ce qui est attendu pour être autorisé en activité de soins HAD. Les aires géographiques définies par commune. Donc nous, sur notre région, grande région, qui a regroupé l'ex-Languedoc-Roussillon et l'ex-Midi-Pyrénées, donc sur l'ex-Midi-Pyrénées, la liste des communes était adjointe sur le dossier d'autorisation. C'est un peu moins le cas sur l'ex-Languedoc-Roussillon. Donc, dans le contexte actuel, qu'est-ce qui est demandé aux établissements? La base, finalement, des communes actuelles autorisées vont être renouvelées. Donc, vous allez vous voir envoyer chaque établissement, quand je les ai eus annexés au dossier d'autorisation, la liste des communes, hein. J'ai également fait un point avec ce qui était déclaré dans Via Trajectoire. Donc, chaque établissement se verra recevoir cette liste. Charge à chaque établissement de vérifier et de les lister dans le dossier de demande de renouvellement d'autorisation. Également, si des communes vous semblent difficiles d'accès, si vous souhaitez que les autres HAD périphériques autorisés autour de votre site d'implantation prennent en charge ces communes, donc charge à vous de faire les allers-retours entre établissements de manière à préciser certaines communes que vous souhaiteriez pour des raisons d'accessibilité, d'organisation qu'elles soient rendues sur des autorisations d'autres HAD. Une règle générale sur l'ARS Occitanie, pas de zone blanche non autorisée en hospitalisation à domicile socle. Voilà, donc ça c'est important. Donc nous veillerons principalement sur le socle à ce qu'il n'y ait pas de zone blanche. Donc selon ce qui sera rendu dans les dossiers de demande de renouvellement d'autorisation, nous n'hésiterons pas de revenir vers vous pour s'il y avait quelques communes non citées pour vous demander de les prendre dans votre autorisation. Voilà. Les redéfinitions également de la continuité des soins, donc qui est bien précisée avec le recours à un avis médical en H24, donc à la fois sur l'équipe salariée, mais aussi à la fois sur l'équipe des libérales sur lequel peut s'appuyer le service d'hospitalisation ou l'établissement d'hospitalisation à domicile. Donc ça, c'est important de bien préciser les contours de cette continuité des soins et le recours à l'avis médical. Également les 4 mentions, donc vous le savez, il y a la mention socle, qui est la mention, on va dire, princeps, et puis les mentions réadaptation, anté et postpartum, et sur les enfants de moins de 3 ans, vous le savez, la mention socle préfigure de tout pour avoir les mentions spécialisées. C'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir de mention spécialisée si nous n'avons pas de mention socle, sauf les établissements déjà en amont de la réforme autorisés sur des mentions spécialisées. Nous n'avons pas en Occitanie de mention réadaptation, enfin d'HAD, pardon, de réadaptation, mais nous avons des HAD autorisés en anté et postpartum, mais aussi en pédiatrie. Donc, pour ces cas de figure très précis, donc les établissements vont être autorisés par rapport à leur spécialité et ils vont avoir 7 ans pour être dans une organisation soit de mention socle à demander ou bien de conventionner avec une mention socle sur le territoire du site d'implantation avec les communes autorisées.
Il y a également des conventions nécessaires, comme c'était déjà le cas auparavant. Et donc là également, ils vous sont demandés de préciser ces conventions nécessaires avec un service de réanimation, un service de médecine notamment, un service de chirurgie, des plateaux techniques selon les mentions spécialisées également, avec le recours à un service de maternité, un service de néonatologie ou de pédiatrie ou de soins palliatifs. Donc ça, c'est important de préciser l'ensemble des conventions. Donc ça, nous les regarderons, nous serons vigilants à ce que ces conventions fassent partie, en tout cas, du dossier des autorisations, de renouvellement des autorisations pour l'HAD, puisqu'elles sont citées dans les décrets. Également, le circuit du médicament doit être une vigilance de votre part et définit donc les HAD avec PUI, avec pharmacie à usage intérieur, et les pharmacies sans PUI. Et donc, nous serons vigilants à la description du circuit du médicament et notamment des conventions qui vont vous lier dans l'organisation du déploiement de ce circuit du médicament. Donc, je vous demande d'apporter une vigilance particulière à ce descriptif. La réforme des autorisations sur les conditions de technique de fonctionnement, vous le savez, prévoit la notion d'équipe pluridisciplinaire, mais également prévoit la notion d'équipe de coordination. Donc l'équipe pluridisciplinaire, que dit le décret? C'est au moins un médecin, au moins un infirmier diplômé d'État et au moins un assistant de service social ou un conseiller en économie sociale et familiale ou un assistant socio-éducatif. Un assistant de service social ou un conseiller en économie sociale et familiale ou un assistant socio-éducatif, au moins un psychologue, en tant que besoin, au moins un aide-soignant, auxiliaire de puériculture, auxiliaire médical ou personnel des professions sociales et éducatives. Donc, cette équipe pluridisciplinaire est rappelée comme étant de personnel interne et selon des professionnels libéraux. Il y a également le rappel ici de la définition de l'équipe de coordination. Vous savez que c'est les deux notions qui sont également introduites, donc pluridisciplinaire de coordination, donc qui, elle, est issue de l'équipe pluridisciplinaire, mais appartenant au titulaire de l'autorisation. Donc, avec un médecin praticien d'hospitalisation à domicile, anciennement médecin coordonnateur d'HAD, un infirmier diplômé d'État ou autorisé, un assistant de service social, un conseiller en économie sociale et familiale ou un assistant socio-éducatif. Donc ça, c'est, on va dire, l'équipe socle. Et la continuité des soins qui est définie comme une permanence téléphonique obligatoirement assurée par un professionnel de santé relevant directement de l'établissement, une intervention au domicile du patient par un infirmier libéral ou salarié de l'établissement et un avis médical possible par téléphone avec une astreinte interne, sauf dérogation par le DGARS pour un appui sur la permanence des soins ambulatoires. Donc, je vous l'ai dit, le médecin coordonnateur devient le médecin praticien d'HAD, un rôle défini avec un renforcement notamment sur les acquis de tout ce qui avait été mis en place pendant la Covid, notamment donc en cas d'urgence. Le médecin traitant est évidemment toujours le référent, le chef d'orchestre quand il est présent et qu'il s'y implique. L'amélioration des pratiques et de la gestion des risques est aussi indiquée comme vraiment une organisation dans la structuration et le déploiement de l'activité de soins d'HAD, des principes généraux de fonctionnement avec un recours à l'information autour du patient, des procédures de recours également à l'avis médical et définition des aires géographiques qui doivent être indiquées dans le règlement intérieur. Ça, c'est important. Et puis, les interventions en ESMS, que ce soit du secteur de la personne âgée ou du handicap, qui sont tout à fait possibles s'il n'y a pas, on va dire, de convention qui soit passée, qui peuvent être passées a posteriori.
et le délai notamment pour l'intervention d'une HAD dans un SIAD, ce délai qui était, donc ça c'est pareil, hein, c'est les acquis pendant la Covid, le délai qui n'est pas en fait soumis à un délai réglementaire. Mais tout ça avec un partenariat et une convention qui peuvent être également réalisées a posteriori. Tableau récapitulatif par mention d'HAD, vous le savez, donc il faut une mention socle d'HAD sur lequel vont se rattacher des mentions spécialisées avec, dans tous les cas, des aires géographiques qui doivent être définies pour la mention socle et les mentions spécialisées. Le but étant que l'ensemble des départements, des communes, soient nommés par HAD et qu'il n'y ait plus de zones blanches non couvertes, au moins par les HAD socles. Et puis, secondairement, les HAD de mention SP vont venir donc également emboîter le pas avec des aires géographiques définies et selon la possibilité et le déploiement de ces HAD spécialisés, de devoir effectivement à long terme être sur un copier-coller de aucune zone blanche par mention spécialité. Ça, c'était un des objectifs de la DGOS, rappelé également dans les décrets. Ce qui est important de savoir, c'est que les équipes de coordination et les équipes pluridisciplinaires qui ont été mentionnées tout à l'heure peuvent être donc, doivent être sur l'équipe de coordination rattachée à l'établissement socle, sauf pour la mention réadaptation, où il est possible que cette équipe de coordination soit externalisée. Voilà. Il est important aussi de rappeler que le socle prévoit le palliatif pour tout ce qui est pédiatrique en sollicitant un avis spécialisé, que le socle comprend également les traitements médicamenteux systémiques du cancer et que voilà, l'ensemble des conventions avec les établissements MCO sont nécessaires, que ce soit pour le socle ou les mentions spécialisées. Il y a des dérogations et des dispositions transitoires, vous le savez, pour les établissements qui disposent d'une autorisation actuelle, qui disposeraient déjà d'une autorisation de soins de suite et de réadaptation, d'obstétrique ou de néonatologie sous forme d'HAD, sans HAD polyvalente, au 1er janvier 2022, donc quand sont sortis les décrets. Il y a une dérogation sur 7 ans. Si elles ne disposent pas de mention socle, la seule chose, c'est qu'elles doivent être conventionnées avec une HAD socle qui sera autorisée. Les dépôts donc des autorisations à la fenêtre vont avoir en fait un mot d'ordre de mise en conformité pour le 2 février 2025 et en cas de non-conformité à l'issue du délai, le titulaire pourra être mis en demeure et faire l'objet d'une suspension de l'autorisation. Je passe à la réforme, dans un premier temps, en tout cas, de la classification, qui va être en fait le lit pour engager la réforme des financements. Donc, une réflexion était menée par la DGOS à laquelle a participé la TIH. La DGOS, donc l'objectif, vous le savez, en lien avec les FED, c'est la construction du modèle de financement. La partie T2A du modèle de financement s'appuiera sur la classification médico-économique construite par la TIH, c'est ce qui a été retenu. Donc, la TIH a pour objectif la construction d'une classification de l'activité en HAD avec la formation de groupes de séjour qui vont avoir des caractéristiques médicales et de consommation de moyens communes. L'idée dans ce qui a été déployé, c'est la recherche d'une cohérence médico-économique en collaboration avec les FED pour ce qui a été mis en place dès juillet 2023 pour que les acteurs s'approprient sur ce principe, le principe de cette nouvelle classification, qui va donc n'avoir d'autre but que d'améliorer le recueil des PMSI pour un groupage reflet plus en détail des activités d'HAD, pour aussi également participer aux suggestions d'ajustement de la classification. Donc, il y a des échanges réguliers avec la TIH. Le principe de cette expérimentation s'est basé sans nouveau ni double recueil et sans impact sur la revalorisation, ça c'est important. Les restitutions de séjour vont se faire à mise à disposition des établissements à partir de la transmission des PMSI sur le mois 11 de leur case mix dans la nouvelle version pour appropriation au fur et à mesure. Et la partie T2A se fixera sur ces retours-là pour s'étaler sur un futur modèle de financement. C'est ce qui est en tout cas prévu dans les objectifs à venir. Je vais laisser la main à Manon.
Et je vais passer les diapositives. C'est bon pour toi, Manon? Oui, c'est bon. Bonjour à tous. Alors, l'activité de soins d'HAD sera ouverte lors de la fenêtre de dépôt entre janvier et mars 2024. Un bilan quantifié de l'offre de soins sera publié dans la dernière quinzaine de décembre sur notre site internet. Donc, n'hésitez pas à consulter le site de l'agence à ce moment-là. Concernant le dossier type, il doit être conforme à l'article R6122-32 du Code de la santé publique et l'arrêté du 27 juillet 2021. Cet arrêté, il liste vraiment toutes les pièces à fournir et tout ce qu'il est important de détailler au sein de votre dossier. Donc, ça doit vraiment vous servir de base dans la rédaction de votre dossier, d'autant que côté ARS, on s'en sert aussi pour effectuer la complétude. Et de façon très sommaire, le dossier type, il comprend une partie administrative, une partie relative au personnel, une partie technique et financière et une partie relative à l'évaluation de l'activité. Dans les SI informatique, il n'y a pas forcément tout ce degré de détail. Donc, encore une fois, il faut vraiment se référer à l'arrêté du 27 juillet, ça vous aidera beaucoup. Donc, ce qui change en 2024, c'est que toute la procédure d'autorisation est informatisée et se déroulera vers ce fameux SI informatique. Tu peux changer. Voilà. Alors, sur ce schéma, vous trouverez les grandes étapes de la procédure d'autorisation que vous connaissez à peu près globalement. Ce qui change, c'est que tout est informatisé. Donc, vous pouvez d'ores et déjà commencer à préparer vos dossiers via le SI. Lorsque la fenêtre de dépôt sera ouverte, il faudra bien penser à valider votre dossier pour qu'il soit transmis à l'ARS. En suivant, nous, on analysera la recevabilité et la complétude. Vous recevrez aussi des courriers de recevabilité et complétude via l'USI informatique. Et s'il y a des besoins de compléments, ça se fera aussi via ce service. Et ce que je peux vous donner comme conseil, c'est de déposer votre dossier en première période de dépôt, parce que l'ARS aura beaucoup de dossiers à analyser. Et s'il y a des complétudes à faire, ça doit se faire en fenêtre. Donc, il ne faut pas trop tarder à envoyer votre dossier. Lorsque la fenêtre est fermée, on passe en phase d'instruction des dossiers avec un passage en COSOS et une prise de décision dans les 6 mois suivant la fermeture de la fenêtre. Alors, le SI informatique, le SI autorisation, pardon, il est ouvert depuis fin octobre. Normalement, vous avez dû assister à des présentations via des webinaires, vous avez pu créer vos comptes. Et si vous avez des questions ou besoin de créer d'autres comptes, on vous a mis en suivant Annie qu'il faudrait. Voilà, on vous a mis l'adresse vers l'ARS si vous avez des questions ou besoin de créer des nouveaux comptes. Il faut se référer à cette adresse mail. Alors là, on a fait un focus sur les critères d'analyse des dossiers, que vous puissiez comprendre ce qu'il est important de bien détailler au sein de vos dossiers. L'ARS, en premier lieu, elle se base sur les textes réglementaires, c'est-à-dire qu'elle vérifie la conformité aux conditions d'implantation et aux conditions techniques de fonctionnement. Elle vérifie aussi le respect des objectifs quantitatifs et qualitatifs du PRS. Donc, il y a un volet, bon, c'est une petite erreur, volet HAD dans le schéma régional de santé. En complément, s'il y a des demandes concurrentes, l'ARS, elle apprécie les éléments d'opportunité du projet, donc c'est-à-dire les éléments détaillés au sein de votre dossier qui permettent de départager les dossiers. Donc, par exemple, ce serait l'influence de l'environnement socio-économique de la population desservie, les caractéristiques géographiques du territoire sur les besoins de santé, le projet médical insistant sur la cohérence et la plus-value de l'offre proposée au regard de celle de l'établissement, ses bénéfices sur le parcours patient et ou la filière de soins,
Ce qui peut jouer également, c'est l'existence de coopération entre établissements et professionnels du premier recours. L'ARS peut également regarder l'attractivité en termes d'organisation interne et de ressources humaines, mais également les avancées permises en matière d'amélioration de la qualité et de la pertinence des soins. Donc, ces éléments sont à saisir dans le SI autorisation en partie introductive qui se nomme justification de la demande. Dans cette partie, c'est vraiment important en cas de concurrence de bien justifier sa demande, bien la détailler parce que ça peut changer la donne au niveau de la prise de décision. C'est tout pour moi, merci. Allez-y, allez-y, allez-y. Excusez-moi, j'ai eu un petit problème technique. Je déprésente 2 minutes. Merci Manon. Juste pour faire un petit point avant le take-home message final. Dans le contexte actuel, les éléments clés qui ont été rappelés sur la complétude du dossier, bien évidemment, fidèle à ce qui est décrit dans les décrets et donc qui sont les attendus. J'attire votre attention, vous le savez actuellement, sur les antennes. Dans la description des antennes qui sont normalement... Alors, j'ai vérifié parce que je n'ai pas les codes d'accès opérateurs, mais j'ai vérifié avec la DGOS. Vous avez une partie locaux et moyens. Donc, dans cette partie locaux et moyens, vous avez à un moment donné la possibilité de saisir vos antennes. Donc, j'attire votre attention sur ce côté-là qui sera regardé vraiment de manière détaillée pour bien comprendre quelles sont les organisations que vous avez, pour les mettre aussi à jour, pour en profiter, certains qui ont peut-être mis en place une antenne et d'autres qui les ont peut-être pas, qui les ont remplacés ou arrêtés. Et aussi dans le contexte de ceux qui souhaiteraient en tout cas, en déployer une pour des raisons organisationnelles, de kilomètres, être au plus près du patient sur le territoire en responsabilité, que l'on comprend tout à fait. Donc ça, c'est quelque chose d'important. Alors, je souhaite aussi vous indiquer, vous le savez, on en a discuté pour certains d'entre vous en aparté, les antennes au jour d'aujourd'hui n'ont pas, au sens de la DGOS, et ne sont pas indiquées dans le décret pour l'instant. Il n'y a pas, on va dire, d'encadrement, on va dire, sur ces décrets-là qui sont sortis. Mais voilà, on le sait, les HAD, certains HAD ont des antennes. Donc, il est laissé aux mains des ARS le soin de surveiller, d'encadrer et de faire le lien avec les HAD et les antennes. Donc, on regardera de manière attentive. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, sur la liste des communes. Donc, un certain nombre d'entre vous sont revenus vers moi pour savoir comment faire pour lister les communes. Donc là, j'ai fait un travail, j'ai recensé entre ceux qui étaient dans les autorisations quand elles étaient notées et quand elles n'étaient pas notées. Donc, je suis allée sur Via Trajectoire et donc j'ai édité l'ensemble de ce que vous aviez indiqué, mais renseigné sur Via Trajectoire. Et donc, je vous propose de vous envoyer à chacun HAD voilà, la liste des communes, en tout cas, qui étaient connues, recensées et sur lesquelles vous étiez peut-être censé intervenir. Et donc, me confirmer qu'il s'agit bien de listes de communes sur lesquelles vous allez vous rendre et vous allez déposer l'autorisation. Pour les zones blanches qui seraient encore non desservies par une HAD, ou pour des communes qui, certaines HAD ne souhaiteraient plus pour des raisons kilométriques organisationnelles. Voilà. Donc, dans un dialogue, on va dire, par HAD, ce va-et-vient, si je puis dire comme ça, pourra être organisé voilà, par HAD. Voilà ce que je voulais rappeler.
Alors, juste ce qui est important, donc vous voyez bien que la réforme des autorisations pour l'activité de soins d'HAD en Occitanie, c'est une marche en avant, hein, donc voilà, avec l'accompagnement de l'ARS et des fédérations. Donc, il y a un livret, je pense que vous l'avez, toutes les HAD sont, il me semble, dans la région, sont partenaires adhérentes de la FNEAD. Et donc, il y a un livret de la FNEAD qui a été fait et qui est pas mal fait, hein, voilà. Le webinaire sera podcastable. Je reste donc en lien, comme à chaque fois, si besoin. Il faut être, donc je l'ai rappelé, être vigilant sur la liste des communes avec nous, vraiment, c'est 0 zone blanche, hein, pour les achats des socles. Dans un premier temps, je l'ai rappelé au début. Et puis après, on verra un accompagnement sur les achats pour les mentions spécialisées. Pour les conventions, la DGOS en lien avec les fédérations a sorti une convention type, hein, voilà, donc je peux mettre à votre disposition si vous ne l'avez pas. Je sais que la FNEAD également a édité un certain nombre de conventions. La mention socle est une condition sine qua non pour les autres spécialités, hein, sauf dans le cadre de la dérogation pour les HAD spécialisés qui étaient anciennement autorisés en HAD, mais elles doivent quand même, pour celles-ci, conventionner avec une HAD socle. L'appui sur les acquis régionaux et le PRS 3, donc c'est les mêmes zones géographiques, sauf des demandes spécifiques, comme je l'ai rappelé, pour les établissements et ou les services, hein. Donc, et pareil pour l'ARS, si on voit qu'il y a des zones blanches qui pourraient être d'accès d'une HAD, il vous sera fait la demande d'intégrer ces communes dans vos zones autorisées. Pas de nouvelle implantation socle, sauf dérogation du DGARS et un accompagnement pour les mentions spécialisées à couvrir le territoire, hein, en fonction aussi des dépôts et de ce qui est prévu dans les OCOS. La mise en conformité donc au 1er février 2025. Voilà, donc, et également à venir, et ça vient de sortir ce matin, donc l'ANAP, hein, sort un programme d'accompagnement pour à la fois les HAD qui le souhaiteraient, mais également dans le contexte des HAD publics, si elles le souhaitent, pour un accompagnement à déployer et mettre en œuvre la réforme des autorisations pour tous les HAD. Et après, il y aura un groupe spécifique pour les HAD publics. Ça, c'est la NAP qui va le sortir. Et puis voilà, donc comme je vous l'ai dit, je reste disponible avec les délégués régionaux des fédérations également, s'il y a des questions ou des besoins spécifiques. Je vous remercie pour votre attention et nous attendons avec impatience vos questions-réponses si nous savons y répondre dans le chat, et sinon, nous vous répondrons avec l'édition du PowerPoint de la convention type que nous avons. Alors, on va prendre les questions dans l'ordre d'apparition dans le chat. N'hésitez pas à continuer à les formuler, hein. On en a quelques-unes, pas énormément, donc allez-y. Pour le moment, on a a priori le temps suffisant pour les balayer. Alors, il y a plusieurs questions un peu d'ordre général. Oui, on communiquera bien le diaporama de cette présentation à l'ensemble des participants. Également, on ne l'a pas dit, mais un replay sera mis à disposition sur le site internet de l'ARS pour vous permettre de revisionner ce webinaire consacré à l'HAD dans les prochains jours. Plusieurs questions portent sur les dates de la fenêtre d'ouverture, la première fenêtre de dépôt des demandes concernant l'HAD. Donc Christelle Scurto a apporté des éléments de réponse dans le chat que je reprends. Effectivement, les dates précises seront indiquées lors de la publication de l'arrêté indiquant les périodes de dépôt et qui devraient intervenir avant la fin de l'année. La durée, en revanche, de cette fenêtre sera bien de 2 mois, comme l'a précisé Manon Brilu dans le chat également. Les dates voilà, seront précisées ultérieurement, mais a priori, on sera sur du début ou mi-janvier et début ou mi-mars approximativement. Alors ensuite, quelques questions concernant la création de comptes
sur le SI autorisation, peut-il être édité plusieurs comptes par établissement HAD pour se connecter sur le SI, pour pouvoir avancer le travail sur les différentes parties du dossier à plusieurs? Est-ce que Christelle souhaite répondre à ce sujet? Je peux répondre. Ah Est-ce que non. vous m'entendez ou pas? Parce que comme Oui, on a très les bien. micros de coupés, c'est bon. Donc du coup, oui, en effet, vous pouvez avoir plusieurs comptes. En fait, du moment que vous avez un compte gestionnaire administrateur de votre établissement, vous pouvez créer autant de comptes que vous voulez pour pouvoir avoir des administrateurs, des gestionnaires, du moins c'est l'administrateur qui crée des gestionnaires. Après, attention à ne créer qu'un seul et unique compte valideur, c'est-à-dire que si vous avez plusieurs comptes, ne leur donnez pas les droits de validation pour pouvoir transmettre à l'ARS. Il faut juste leur donner des droits de gestionnaire qui leur permettra de juste remplir les données sans transmettre le dossier à l'ARS. Mais vous pouvez le faire à votre niveau. Quand vous allez dans la partie administration, vous faites créer des comptes. Et si vous avez des difficultés, vous pouvez venir vers nous. Laure, le micro est coupé. Je poursuis avec les questions qui suivent. Alors, certaines portent sur la question des conventions types. Bonjour, des conventions types avec les établissements MCO, notamment pour les mentions spécialisées, sont-elles proposées? Absolument. Oui, il y a une convention type alors qui a été éditée par la DGOS, mais qui a été construite avec les fédérations. Et puis, effectivement, après, il y a d'autres conventions qui circulent sur l'espace partenaire de la FNEAD, hein, vous avez également. Mais oui, je vous l'enverrai. Je vous mettrai, avec le PowerPoint, je vous mettrai la convention, en tout cas, type qui est proposée, hein, qui est loin d'être certainement exhaustive, mais voilà, qui relate avec plusieurs éléments ce qui peut être, en tout cas, écrit entre les établissements. Alors, une autre question qui porte sur les conventions. Une HAD réadaptation peut-elle être conventionnée avec plusieurs SMR? Alors, une HAD réadaptation peut-elle être conventionnée avec plusieurs SMR? Alors ça, je pense que oui. Là, je pense qu'il est fait référence probablement au territoire d'intervention. Il est possible d'avoir effectivement des territoires d'intervention qui soient plus focalisés par rapport aux HAD mentions spécialisées. Je ne sais pas si la personne qui a posé la question avait cette arrière-pensée dans cette rédaction. Je la laisse peut-être repréciser dans le chat. Est-ce que vous pouvez nous apporter cette précision peut-être? En tout cas, je vous laisse le temps de le faire. En attendant, je passe à une autre question. Une question sur le volet budgétaire, financier du dossier. Dans le dossier de demande d'autorisation, il est demandé un budget prévisionnel. Étant donné qu'on ne connaît pas la nouvelle tarification qui s'appliquera à l'HAD dans les années futures, doit-on le construire avec les tarifs actuels? Est-ce que vous avez la Du coup, je vais réponse? répondre si tu veux, Annick. Je pense que oui, de toute façon, parce qu'il nous faut une partie. Si cette partie n'est pas dans le dossier sera déclaré incomplet. Donc, vu que ce n'est pas connu au jour d'aujourd'hui, il faut rester sur ce qui est existant au moment du dépôt de dossier. Donc oui, vous le ferez avec les tarifs actuels, connus. Merci Christelle. Alors, une question maintenant sur les médecins. Qu'est-il entendu en parlant de médecins formés pour la mention réadaptation? En fait, dans les échanges qui avaient été au départ au niveau des fédérations et des différents centres de rééducation, il est indiqué un médecin formé, c'est qui en fait relève d'une expérience en matière de réadaptation, ayant travaillé donc dans des services ou ayant une formation DIU sans forcément avoir la mention spécialisée, hein. Voilà, c'est le terme qui est employé en fait, hein.
pas forcément un médecin MPA, qui doit être aussi le médecin praticien en HAD. Alors ensuite, une question sur les antennes. Concernant la création d'une antenne, est-ce une simple information à l'ARS ou faut-il attendre une validation de celle-ci? Pour l'activité socle, faut-il repasser convention avec les établissements MCO, SSR, EHPAD et professionnels libéraux? Alors, par rapport à la création d'une antenne, comme je l'ai rappelé tout à l'heure, quand vous allez déposer les nouveaux dossiers d'autorisation, ça va être aussi le moment de faire un point sur les antennes existantes et celles à venir. Donc, si vous avez enfin voilà, il va falloir déjà les mettre dans les renseignements, ce qui est existant et ce qui est à venir. Donc, à y réfléchir. Après, il faut comme je vous l'ai expliqué, la difficulté des antennes, c'est qu'elles ne rentrent dans aucun, on va dire, cadre décrit. Hein. Donc, c'est laissé pour l'instant en main des ARS. Et donc, dans ce contexte-là, il est bien évident, nous allons, pour les antennes à venir, si elles devaient, après les fenêtres des autorisations, il faudra forcément que nous organisions un moyen, on en avait discuté avec Christelle, d'être informé, hein, que l'ARS soit informée, au même titre que si une antenne devait ne plus exister. Donc, il faut qu'on construise une procédure d'information, à voir comment on va pouvoir l'intégrer, simple information, intégration dans le suivi de l'autorisation de l'établissement. Donc ça, je pense que c'est le minimum. Et ensuite, est-ce qu'il faut repasser les conventions avec l'établissement? Non. Il faut vérifier que ces conventions soient dans les clous, hein, dans le contexte de la réforme des autorisations, et puis s'assurer qu'on a toutes les conventions nécessaires. C'est surtout ça. Mais si vous avez des conventions déjà avec les établissements de votre territoire qui répondent aux conditions techniques de fonctionnement fixées par le décret, bien évidemment que non. Hein, voilà. Mais il faut s'assurer que vous ayez, par contre, que les conventions sont bien décrites et qu'elles sont toutes opérationnelles et qu'elles répondent aux conditions techniques de fonctionnement. Alors, entre-temps, Madame Arnal nous a reformulé sa question de tout à l'heure concernant l'HAD réadaptation. Elle nous indique qu'il est demandé à ce que l'HAD réadaptation soit conventionné avec un SMR pour fonctionner. Et elle pose la question de savoir si c'est possible avec plusieurs SMR. Alors, là, du coup, je pense qu'on parle de file active de patients. Alors, j'ai pas lu que ce n'était pas possible, hein, mais je pense, enfin voilà, je pense que c'est possible à partir du moment où ça répond au décret et que c'est dans le cadre des voilà, de la mention réadaptation qui est indiquée pour que ce soit de l'HADR, hein, puisque toute la réadaptation ne peut pas s'intégrer dans la prise en charge HAD de réadaptation. Oui, donc je pense que, en tout cas, il n'est pas écrit, je me le ferai préciser, hein, je vous le répondrai si vous voulez quand je vous enverrai les documents de manière bien reformulée, précise, après me l'être fait préciser. Mais en tout cas, il n'est pas écrit que ce n'est pas possible. Merci. Alors, une question d'ordre technique d'une personne qui n'a pas réussi à télécharger le dossier à remplir dans le SI autorisation. Est-ce que d'autres ARS sont concernés et quelles personnes faut-il contacter pour être débloqué? Donc, j'imagine que c'est l'adresse mail qu'on avait indiquée dans une des diapos, Christelle. Voilà, pour pouvoir préciser votre cas, toute question, vous nous écrivez sur cette adresse. Peut-être qu'on peut la remettre en visibilité. Alors, je reviens sur des questions plus de fond. Voilà, parfait. Il faut dérouler un petit peu la diapo. Encore. Voilà, on y arrive. Alors oui, donc une autre question de fond. Pouvez-vous nous donner ce qu'il y a derrière le principe d'externalisation de l'équipe pluridisciplinaire dans la mention réadaptation? En fait, c'est-à-dire que quand il y aura la convention justement avec l'USMR et l'HAD de réadaptation, donc ça veut dire que c'est porté par l'établissement avec lequel est passée la convention. Voilà.
C'est ça, en fait, c'est juste ce que ça veut dire, y compris l'équipe de coordination, hein, qui peut être externalisée. C'est l'exception pour la mention de réadaptation. Ça veut dire que les mentions rappelées dans qui compose l'équipe de coordination et l'équipe pluridisciplinaire dans les conditions techniques de fonctionnement pour amener à ce que ce soit la mention réadaptation autorisée. Donc voilà, sont possiblement, on va dire, rattachés à l'établissement SMR avec lequel la convention est passée. Ok, alors ensuite, une question sur la zone géographique. Les communes de la zone géographique dans le dossier socle et mention sont définies dans le cadre d'une concertation ARS-HAD. Quand, à quel moment cela est défini? Du coup, là, je vais vous envoyer à chacun, là, d'ici la fin de l'année, là, vous allez tous recevoir, une fois que je vous aurai édité l'ensemble des éléments là, du webinaire, vous recevrez chacun un tableau avec la liste des communes, hein, que j'ai récupérées, comme je vous l'ai dit, soit parce qu'elles étaient listées et annexées au dossier d'autorisation, soit si ce n'était pas complet ou parce que ce n'était pas encore nécessaire et que ce n'était pas listé forcément, vous recevrez l'extraction que j'en ai fait du logiciel via Trajectoire. Et donc, c'est à ce moment-là. Vous aurez indiqué également, identifier des communes qui, sur le territoire, pourraient manquer dans cette liste. Que je mettrai en exergue d'une autre couleur. Et donc, voilà, ce sera à ce moment-là, vous allez le recevoir avant la fin de l'année, hein, très rapidement. Alors, on revient sur le sujet de l'achat des réadaptations. Madame Arnal nous apporte des précisions supplémentaires. Il est demandé une convention avec une structure autorisée à exercer l'activité de soins médicaux et de réadaptation en hospitalisation complète, organisant les modalités d'admission directe du patient. Ça, c'est plutôt un commentaire. Et ça, c'est pour tout. En fait, c'est dans les conditions techniques de fonctionnement de base, que ce soit pour les socles comme pour les mentions SP. À chaque fois, il faut qu'un recours soit organisé sur du MCO. Dans tous les cas, donc évidemment aussi réadaptation. Toujours le principe, c'est pas de perte de chance pour le patient. La réadaptation qui nous implique particulièrement là, sur ces questions-là, c'est effectivement sur l'accès à un plateau technique de réadaptation. Donc voilà, ça c'est important. Mais également, s'il y a un avis chirurgical, un besoin d'hospitalisation en médecine, voilà, toutes ces conventions-là, c'est pour ça que je le rappelais dans les éléments initiaux, c'est dans les conditions techniques de fonctionnement, les conventions qui lient les HAD et qui intègrent l'HAD dans un parcours d'offre de soins gradués doivent exister pour justement, en amont, en aval, des prises en charge HAD pour identifier le parcours patient sur une prise en charge HAD avec l'ensemble de ses partenaires et acteurs de santé. Alors, on revient sur une question concernant les antennes. Il nous est demandé si ces antennes sont prévues dans les textes et est-ce que ces antennes impactent les OCOS? Non, les antennes n'impactent pas les OCOS et ce n'est pas prévu dans les textes. C'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure et c'est bien, c'est bien ça, en tout cas, les éléments pour lesquels il faut que nous soyons tous vigilants. Donc, voilà. Je regarde s'il y en avait d'autres du même ordre. Non. Alors, on change de sujet concernant les mentions. Alors, pour la mention anté et postpartum, faut-il que la sage-femme soit salariée du gestionnaire ou ce temps peut-il être réalisé dans le cadre d'une mise à disposition avec le centre hospitalier? Alors, c'est tout à fait possible, hein. Après, voilà, il faut répondre. Donc, comme je vous l'ai dit, il y a l'équipe de coordination et l'équipe pluridisciplinaire. Donc, au départ, ça fait un peu une gymnastique d'esprit. Mais voilà, les mises à disposition sont possibles, hein, sans aucun problème. Alors, on va passer à la dernière question. Donc, n'hésitez pas à formuler les dernières questions qui pourraient se poser dans le chat. Nous avons encore un petit peu de temps. Dernière question. Est-il possible de prendre en charge des enfants de moins de 3 ans dans le cadre de soins palliatifs en convention avec une équipe de soins palliatifs pédiatriques, mais
sans convention avec une équipe de néonates. Entre parenthèses, par dérogation sur les soins palliatifs. Alors, si ce n'est pas de la néonatologie, des soins palliatifs en néonatologie, oui. Donc, c'est d'ailleurs bien décrit, hein. C'est-à-dire que pour le palliatif, c'est tout à fait possible. Mais effectivement, il faut avoir une convention et c'est toujours dans un contexte de recours à une équipe spécialisée, mais aussi de répit et de collégialité. Alors, je vérifie que je n'en ai pas oublié. A priori, on a fait le tour des questions. J'imagine que c'était très clair et que du coup, les compléments d'information ont permis de répondre à vos dernières interrogations. Mais si vous aviez un remords, n'hésitez pas à formuler vos derniers commentaires ou questions, que ce soit sur le fond ou sur la procédure. Après, de toute façon, comme on vous l'a dit, on est disponible. On vous remettra bien nos mails et nos téléphones également, hein. Donc, vous aurez dans les informations, comme je l'ai rappelé, mais là, voilà, la NAP, là, je vais vous envoyer aujourd'hui ce que vient d'éditer la NAP, hein, et donc le lien qui pourra être fait avec chaque établissement selon ce qu'ils se sont concernés et pouvoir en capacité, en tout cas, de déployer et donc de faire un lien avec les différents programmes que va vous proposer l'expert et les experts, l'ensemble des experts de la NAP sur la question de l'HAD. Merci Annick. Je crois qu'on a épuisé du coup les questions qui se trouvaient dans le chat. Bon, je vais peut-être reprendre la parole pour quelques mots de conclusion. Remercier bien sûr le docteur Annick Ricard, votre référente HAD, pour la préparation de ce temps d'échange ainsi que l'équipe autorisation. Vous remercier de vous être connectés aussi nombreux. Je pense que c'est le témoignage de l'utilité de ces webinaires. En tout cas, j'espère qu'il vous aura apporté des éléments concrets et nécessaires à la préparation de vos dossiers d'autorisation. Vous l'aurez compris, ils seront 100% dématérialisés pour toute la campagne de nouvelles autorisations dans le cadre de la mise en œuvre de ce PRS 3. Ça vous a été dit, mais je préfère le redire. Lorsque vous aurez complété votre dossier d'autorisation, n'oubliez pas de le valider et de le transférer pour qu'il nous arrive. Sans cette action-là, il resterait chez vous et ça pourrait être fort ennuyeux qu'il ne nous parvienne pas dans les délais d'ouverture de fenêtres. L'équipe reste bien sûr disponible pour vous accompagner dans toutes ces démarches administratives. Et nous espérons que à la fois ces réformes, qu'elles soient d'autorisation de financement, l'accompagnement des équipes ARS et votre engagement au service de la région permettront de poursuivre le beau développement et la belle implantation des activités d'HAD en région au service des patients pour lesquels cette offre est vraiment extrêmement précieuse et utile. Un grand merci à tous et à bientôt.